D'une voix impassible, l'accusateur américain Sidney Alderman extrait, d'un texte dactylographié, 2 lignes. Les phrases les plus lourdes de conséquences de toute l'histoire allemande. Horaire de l'opération Barberousse, le Führer a pris sa décision. Le déclenchement est fixé au 22 juin 1941. Les dirigeants nazis sont persuadés d'avoir tout prévu. Dès le début mai 1941, Rosenberg, nommé grand maître des questions d'Europe centrale, déclare dans un mémoire : l'objectif politique de cette guerre est évident. Il s'agit de libérer le Reich pour plusieurs siècles de la pression que représente une puissante Russie. C'est pourquoi il faut diviser l'immense territoire soviétique en plusieurs protectorats, selon les données historiques et ethniques. Le protectorat Est, qui comprendra également la Ruthénie blanche, devra s'efforcer d'évoluer vers une germanisation totale. L'Ukraine, érigée en État indépendant, deviendra une alliée de l'Allemagne. Le Caucase, avec son glacis septentrional, sera une fédération, sous l'autorité d'un haut-commissaire allemand. Quant à la Russie proprement dite, elle ne pourra compter que sur ses propres ressources. Le protectorat Est, formé des États baltes et de la Ruthénie blanche, devra d'une part se débarrasser des éléments indésirables au point de vue ethnique, et de l'autre, coloniser des populations d'origine germanique, de manière que dans un avenir relativement proche, l'ensemble du protectorat puisse être incorporé à l'Allemagne. Ainsi, la mer Baltique deviendra pratiquement un lac allemand. Avec un programme pareil, Hitler doit se prendre pour le bon Dieu. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Alors que la Wehrmacht avance, depuis plusieurs heures, en territoire soviétique, il proclame gravement : j'ai résolu de confier le destin de l'Europe à nos valeureux soldats. À Nuremberg, on va s'attacher à démontrer les motifs de cette nouvelle agression. Pour commencer, l'accusation donne lecture des rapports que le comte von der Schulenburg, ambassadeur d'Allemagne à Moscou, adressait à son gouvernement. On y lit, à la date du 4 juin 1941, 3 semaines seulement avant le début de l'offensive : livraison russe tout à fait satisfaisante. Le Kremlin s'efforce par tous les moyens d'éviter un conflit avec l'Allemagne. 3 jours plus tard, l'ambassadeur souligne de nouveau ce désir de paix. Manifestement, Staline et Molotov, seuls responsables de la politique étrangère, sont anxieux de maintenir de bonnes relations avec le Reich. C'est ce qui ressort de l'attitude du Kremlin et aussi de celle de la presse qui parle des événements d'Allemagne avec une objectivité totale. Bien entendu, le peuple allemand ne doit à aucun prix avoir connaissance de ces rapports. Le peuple allemand apprendra au contraire que l'URSS se prépare activement à attaquer le Reich. Seule l'offensive éclair de la Wehrmacht permettra d'écraser dans l'œuf ce projet criminel. Où est la vérité ? Un homme a eu amplement l'occasion de voir ce qui se passait dans les coulisses du Troisième Reich, depuis la mise en chantier des plans hitlériens jusqu'au désastre de Stalingrad. Cet homme, dont le monde entier connaît le nom, c'est le maréchal Paulus. Quand le 11 février 1946, l'accusation soviétique le cite à la barre des témoins, son apparition fait sensation. Les journalistes, le cou tendu, voient entrer un homme mince, distingué, fort calme, au visage impassible sous l'éclairage blafard de la salle d'audience. Lentement, Paulus répète la formule de serment que le président Laurens lit à haute voix. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Rudenko, chef de l'accusation russe, va procéder à l'interrogatoire de son témoin. Rudenko. Vous étiez maréchal de l'armée allemande ? Avant d'être fait prisonnier, vous commandiez la 6e armée devant Stalingrad ? Paulus. C'est exact. Rudenko. Veuillez nous exposer ce que vous savez des préparatifs du gouvernement hitlérien et du haut commandement allemand en vue de l'agression contre la Russie soviétique. Paulus. Parlant de mon activité personnelle, je puis dire ceci. Le 3 septembre 1940, je pris mes nouvelles fonctions à l'état-major général. Parmi les divers dossiers que j'avais à connaître, je trouvai l'esquisse d'un plan d'opération contre la Russie.
L'auteur en était le chef d'état-major de la 18e armée. Le général Halder, mon supérieur direct, me chargea d'achever ce travail en prenant pour base les données suivantes. Examen très poussé des possibilités d'attaque, en tenant compte de la conformation du terrain, des forces à engager immédiatement, des renforts, etc. L'Allemagne disposerait de 130 à 140 divisions nationales. Pour l'établissement du dispositif de l'aile sud, je devais tenir compte de l'utilisation, par nos forces, du territoire roumain. Quant aux objectifs, on m'en fixa deux. 1. Anéantissement des parties de l'armée rouge stationnées en Russie blanche. 2. Empêcher les unités encore en mesure de combattre de s'échapper vers les profondeurs de l'espace russe. Le plan d'opération terminé, le haut commandement rédigea la fameuse instruction 21, base des préparatifs militaires et économiques. Il s'agissait à présent d'élaborer et de mettre au point les détails du dispositif d'attaque. Ce dispositif fut approuvé par Hitler le 3 février 1941 dans son nid d'aigle. Le haut commandement prévoyait que l'attaque serait déclenchée à une date qui permettrait de vastes mouvements de troupes en territoire russe, aux environs du 15 mai. Puis, Hitler ayant décidé à la fin de mars de liquider la Yougoslavie, cette date fut rapportée de 5 semaines. Rudenko. Dans quelles conditions eut lieu l'agression contre l'URSS? Paulus. Comme je viens de le dire, l'attaque fut exécutée selon un plan préparé de longue date et soigneusement camouflé. Une vaste manœuvre en Norvège et sur les côtes de France devait, en juin 1941, faire croire à un débarquement imminent en Angleterre, de manière à détourner l'attention de ce qui se préparait à l'Est. Rudenko. Que pensez-vous des buts que l'Allemagne hitlérienne poursuivait par cette agression? Paulus. Le seul fait de nous fixer comme objectif une ligne Volga-Archangelsk, objectif qui dépassait de loin nos possibilités militaires, suffit pour illustrer la véritable folie des grandeurs de la politique d'agression nationale-socialiste. Sur le plan stratégique, la réalisation d'un tel objectif aurait exigé l'anéantissement de l'armée rouge. Quant aux objectifs d'ordre économique, j'ai entendu moi-même Hitler déclarer « Si je ne puis m'emparer du pétrole de Maïkop et de Grozny, dans le Caucase, je vais être obligé de mettre fin à la guerre. » En résumé, de toute évidence, il s'agissait d'une guerre de conquête. En colonisant le territoire russe, en exploitant ses ressources, Hitler pensait pouvoir vaincre à l'Ouest et ensuite établir son hégémonie définitive sur l'Europe tout entière. Rudenko. Une dernière question. À votre avis, quels sont les grands responsables du déclenchement de cette agression criminelle? Le président. La Cour désire attirer l'attention du général Rudenko sur le point suivant. La question que vous venez de poser aux témoins concerne justement l'un des principaux chefs d'accusation pour lesquels les accusés sont jugés. Par conséquent, le témoin ne doit pas donner son avis sur cette question. Rudenko. La Cour m'autoriserait-elle à formuler ma question autrement? Le président. Oui. Rudenko. Qui, parmi les accusés, participait activement à la genèse de l'agression contre l'Union soviétique? Paulus. Je ne puis répondre que dans la mesure où j'avais l'occasion de me faire une opinion sur les hommes assis aujourd'hui au banc des accusés. Je nommerai en premier lieu des conseillers militaires de Hitler, Keitel, chef du haut commandement, Jodl, chef d'état-major général, et Göring, en sa triple qualité de maréchal du Reich, commandant en chef de la Luftwaffe et haut commissaire aux armements. Le président. Est-ce que l'un des défenseurs a des questions à poser aux témoins? Maître Nelt, défenseur de Keitel. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que vous deviniez dès l'automne 1940 les intentions de Hitler. En d'autres termes, vous saviez depuis cette date que Hitler avait décidé d'attaquer l'Union soviétique? Paulus. Étant donné la nature du travail dont on m'avait chargé, l'achèvement d'un plan d'opération contre l'URSS, j'étais fondé à supposer que ce travail théorique allait se traduire par une exécution pratique. Maître Nelt. Les officiers appartenant à l'état-major général n'en parlaient jamais? Paulus. Si. Et tout le monde avouait ses appréhensions.
Maître Nelt. Pour votre part, étiez-vous certain du caractère criminel de cette agression? Paulus. Disons que les indices observés n'excluaient pas cette éventualité. Maître Nelt. Pourtant, ni vous, ni même un autre membre de l'état-major général, ni le commandant en chef n'avaient songé à protester auprès de Hitler. Paulus. Pas à ma connaissance. Maître Nelt. Avez-vous fait valoir vos objections et vos éventuels scrupules auprès de votre chef direct, le général Halder, ou du général von Brochitsch? Paulus. À moins de me tromper, je suis venu à cette barre en tant que témoin afin de déposer au sujet des faits reprochés aux accusés. En conséquence, je demande à la Cour de bien vouloir me dispenser de répondre à des questions qui me visent personnellement. Maître Nelt. Monsieur le maréchal, vous semblez ignorer que vous faites, vous aussi, partie des accusés, étant donné votre appartenance au groupe des commandants en chef, groupe mis en accusation en tant qu'association criminelle. Paulus. Je ne l'ignore nullement. C'est justement pour cette raison que je demande d'être dispensé de répondre à des questions qui me visent personnellement. Maître Nelt. Il appartient à la Cour de décider. Le Président. La Cour estime que le témoin doit répondre. Paulus. Je ne me souviens pas d'en avoir parlé avec le commandant en chef de la Wehrmacht. En revanche, j'en ai discuté avec mon chef direct, le général Halder, qui était à la tête de l'état-major général. Maître Nelt. Et il partageait votre opinion? Paulus. Il partageait certainement mes appréhensions. Maître Nelt. Pour des raisons militaires ou morales? Paulus. Pour toutes sortes de raisons, d'ordre militaire comme moral. Maître Nelt. Il est donc établi que vous et le général Halder connaissiez parfaitement le caractère criminel de l'attaque contre la Russie, et que malgré cette connaissance, vous n'avez pas eu un geste de protestation. Par la suite, vous avez été nommé commandant en chef de la 6e armée, celle qui s'est avancée jusqu'à Stalingrad. Vous avez donc accepté ce commandement, sans songer un instant que vous vous faisiez ainsi l'instrument d'une agression criminelle? Paulus. Dans la situation telle qu'elle se présentait alors pour le soldat, et aussi, je l'admets, sous l'influence de la propagande fantastique à laquelle toute l'Allemagne était soumise, j'estimais comme tant d'autres que je devais faire mon devoir envers la patrie. Maître Nelt. Malgré votre connaissance des faits? Paulus. À l'époque, j'ignorais les faits tels qu'ils me furent révélés par la suite, notamment à Stalingrad. De même, je ne me suis rendu compte que bien plus tard du caractère criminel de l'agression, lorsque j'ai eu le temps de méditer, d'établir certains liens de cause à effet. Auparavant, je ne connaissais qu'une partie de la réalité, je n'avais pas une vue d'ensemble. Maître Nelt. Reconnaissez-vous à d'autres, moins bien placés que vous, le même bénéfice de la bonne foi, la même conviction d'avoir fait simplement leur devoir? Paulus. Sans aucun doute. Maître Sauter, défenseur de Funk et Chirac. Une autre question. Lorsque Stalingrad était encerclé et que la situation de la 6e armée devenait de plus en plus désespérée, un certain nombre de télégrammes furent envoyés de la ville investie au GQG du Führer. Des télégrammes assurant Hitler de l'indéfectible fidélité des troupes sacrifiées. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Paulus. Je sais seulement que certains télégrammes de ce genre furent expédiés tout à la fin des combats. On essayait alors de trouver quand même un sens à cette effroyable tragédie, aux souffrances et à la mort de tant d'hommes. Dans ces télégrammes, la bataille était donc présentée comme un exploit héroïque, un haut fait dont la nation garderait éternellement le souvenir. Je regrette aujourd'hui d'avoir laissé passer ces messages. Il faut se placer dans le contexte affreux du drame. Maître Sauter. Ces télégrammes furent envoyés par vous? Paulus. Alors nous ne parlons pas des mêmes messages. Pour ma part, je me souviens d'un seul, le dernier. Maître Sauter. Il paraît pourtant que plusieurs de ces messages portaient votre signature. Des messages qui juraient de tenir jusqu'au dernier homme. Une parole qui a littéralement épouvanté le peuple allemand. Paulus.
Dans ce cas, je vous prie de présenter ces télégrammes. Maître Sauter. Et le dernier message, celui que vous admettez avoir envoyé? Paulus. Dans cette dépêche, je décrivais brièvement les efforts et le sacrifice de mon armée. J'exprimais l'espoir que notre refus de capituler deviendrait un exemple pour l'avenir. Maître Sauter. Ce qui vous a valu, je crois, votre nomination à la dignité de maréchal? Paulus. Pas que je sache. Rien ne dit que ma nomination fut la réponse à ce message. Maître Sauter. N'empêche qu'on vous a nommé maréchal, et que vous portez ce titre. Paulus. J'étais bien obligé d'accepter le titre qu'on me décernait. Professeur Exner, défenseur de Jodl. Le témoin sait certainement que nos transports de troupes en direction de l'Est commencèrent en février 1941. Peut-il nous dire quelle était à peu près l'importance des effectifs soviétiques le long de la ligne de démarcation germano-soviétique et de la frontière roumaine? Paulus. Pendant longtemps, nos informations quant aux effectifs russes furent extrêmement fragmentaires. Professeur Exner. Dans votre plan d'opération, vous avez dû pourtant vous baser sur des chiffres précis. Paulus. Mettons sur des suppositions. Professeur Exner. Autre chose. Vous venez de dire qu'à Stalingrad, la situation devenait de plus en plus désespérée. Pourquoi, dans ces conditions, n'avez-vous pas tenté une sortie? Paulus. À l'époque, on nous faisait croire que le destin même de l'Allemagne dépendait de la résistance prolongée de la 6e armée. Maître Laternser, défenseur de l'état-major général et du haut commandement. Saviez-vous qu'en 1939, l'URSS a envahi la Pologne avec des forces singulièrement importantes, beaucoup plus importantes d'après les experts militaires allemands que leur mission ne l'exigeait? Paulus. Je n'en ai jamais entendu parler. Maître Laternser. Saviez-vous que, bien avant la mise en place du dispositif d'attaque allemand à l'Est, les Russes avaient concentré le long de la frontière des effectifs puissants, notamment des blindés autour de Bialystok? Paulus. Vaguement. Je n'avais rien de précis. Maître Laternser. Vous assistiez, je crois, à la conférence militaire du 3 février 1941, au Nid-d'Aigle de Hitler. Alors vous devez vous rappeler qu'à cette occasion, votre chef direct, le général Halder, estimait les concentrations soviétiques à 100 divisions d'infanterie, 25 de cavalerie et 30 divisions mécanisées. Paulus. Je ne m'en souviens pas. Maître Laternser. Voyons. Une telle conférence n'était certainement pas une réunion ordinaire. Elle a dû se graver dans votre mémoire. Même si vous avez pu oublier les chiffres, vous avez dû garder l'impression qu'il s'agissait du côté soviétique de concentration exceptionnelle. Paulus. Je puis seulement dire que je n'ai aucun souvenir d'une telle impression. Nikitchenko, juge soviétique. Que savez-vous des instructions émanant soit du gouvernement allemand, soit du haut commandement, et relatives à l'attitude de l'armée vis-à-vis des civils soviétiques? Paulus. Je me rappelle une instruction selon laquelle nous ne devions pas avoir d'égard excessif pour la population civile. Nikitchenko. Qu'entendez-vous par égard excessif? Paulus. Que toutes nos mesures devaient tenir compte uniquement des nécessités militaires. Le président. Aviez-vous sous vos ordres des divisions SS? La Gestapo avait-elle affecté des détachements à votre armée? Paulus. Non, ni avant ni pendant la bataille de Stalingrad. Le président autorise le témoin à se retirer. La sortie de Paulus a quelque chose de symbolique. Ce n'est pas seulement la fin de la déposition, c'est aussi l'ultime évocation du désastre de Stalingrad, qui mit fin à la phase victorieuse de l'opération Barberousse. À partir de ce jour, pour le peuple allemand et ses dirigeants, c'est la course à l'abîme. Quelle est loin à présent l'époque délirante où Rosenberg inventa la notion de l'empire mondial de la Grande Allemagne, où Göring reprocha aux constructeurs d'avions de ne pas encore mettre en chantier un bombardier capable de transporter 5 tonnes de bombes jusqu'à New York, histoire de montrer aux Yankees que nous sommes fort capables de leur rabaisser le caquet. Où Hitler, enivré par ses premières victoires en Russie,
fit étudier une attaque directe contre les États-Unis. Stalingrad, El Alamein, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, autant d'étapes vers l'effondrement du cauchemar hitlérien, et aussi vers le procès de Nuremberg. Mais la Cour internationale n'a pas l'intention d'approfondir l'histoire militaire. Elle laisse ce soin aux historiens. Ayant épuisé les deux chefs d'accusation de la conspiration en vue de la prise du pouvoir et du déclenchement d'une série d'agressions, elle va se consacrer au chapitre crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est-à-dire qu'elle abordera l'examen d'un ensemble de faits qui rappellent en plus fort la sauvagerie des invasions barbares.